Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans Un mur dans la ville, le podcast qui vous ouvre les yeux sur le handicap visuel. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit sujet en fait auquel je réfléchis depuis quelques temps déjà et qui a été un peu ravivé, que ce soit hier soir quand j'ai lu une publication Facebook, la semaine dernière quand j'ai réalisé que enfin, au bout d'un an, la déclaration trimestrielle AAH est devenue accessible, en tout cas utilisable. Et en fait, le sujet, c'est plutôt, mais comment ça se fait que l'accessibilité, en tout cas le fait de bien travailler, parce que là, les développeurs ne travaillent pas bien, euh, soit totalement non pris en compte. Voilà, en fait, c'est vraiment ce sujet que j'aimerais traiter aujourd'hui. Je vais essayer de faire ça. Et je vais essayer de prendre l'exemple du cas d'Alcaf. Parce que, donc, il y a un an à peu près, alors ça fait un peu plus d'un an que c'est galère, mais il y a un an, je sortais un épisode, c'était un de mes premiers, sur est-ce que c'est accessible la déclaration trimestrielle AAH. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'AAH, c'est l'allocation adulte handicapé. Donc on se dit, s'il y a bien une démarche qui doit être accessible, c'est bien une démarche pour les personnes en situation de handicap, parce que c'est bien eux qui ont besoin d'avoir une accessibilité numérique qui est OK. Et en fait, il s'avère que non. Moi, j'avais fait du coup à chaque fin de démarche, on peut dire si la démarche est bien. Donc, j'avais fait un super retour sur ça. J'avais pas eu du coup forcément de retour, malgré le fait d'avoir mis adresse mail, tout ça. C'était pas la première fois que je le faisais il y a un an. Et quand en début d'année, l'ARCOM a mis à disposition le formulaire de déclaration de non-accessibilité de certaines démarches en ligne, eh bien du coup, je l'ai fait aussi. Comme ça, au moins, tout était fait de mon côté. Et là-dessus, c'est à eux de faire les choses. Et c'était quoi ce problème d'accessibilité qu'on rencontrait, en tout cas le principal, j'ai envie de dire, qu'on rencontrait pour la déclaration trimestrielle AH? Bien en fait, c'est que, pour ceux qui ne connaissent pas, comment ça se passe la déclaration trimestrielle? D'abord, vous devez valider votre situation. Donc, est-ce que vous êtes votre situation personnelle, votre adresse, le compte bancaire, les coordonnées, tout ça. Enfin, ça, c'est comme tout le monde, quasiment pour toute démarche sur la CAF, faut le faire. Bon, déjà, faut savoir qu'il y a des boutons modifiés pour modifier une situation qui sont pas forcément très très bien labellisés, mais en soi, on comprend ce que c'est, mais ça respecte pas la norme d'accessibilité. Je rappelle aussi, l'accessibilité, c'est une norme et un droit. D'accord? Ce sont les deux choses. La norme, c'est ce qui décrit ce qui doit être fait pour être considéré accessible. Et le droit, c'est le droit à chacun de pouvoir accéder en toute autonomie à ces démarches en ligne et à tout site internet en ligne. Voilà, moi, je suis vraiment fervent de l'accessibilité universelle et que chaque développeur le prenne en compte, en vrai. Donc, on reprend cette démarche. Donc, je valide mon profil. Une fois que j'arrive dessus, ça nous explique la démarche. Ça nous dit que on va déclarer pour les mois de, par exemple, la dernière, c'était juillet, août, septembre. Voilà. Et en fait, on va d'abord avoir une petite liste de types de revenus et va pouvoir cocher chaque case dans lesquelles on a des revenus qui sont rentrés sur ces 3 derniers mois. Donc, si on a des salaires, si on a des salaires versés par les AD, si on a des revenus d'auto-entrepreneurs, des revenus qui ne sont pas d'auto-entrepreneurs, des pensions, des rentes, enfin, tous ces trucs-là, c'est une case à cocher. Et il y en a peut-être 10, 12 à peu près, plus une case je n'ai pas versé de revenus. Bon, là-dessus, on se dit, oui, c'est pas compliqué. En soi, ensuite, une fois qu'on a coché ces cases, on passe sur une autre page de formulaire. On va avoir un tableau où on va remplir pour chaque mois les revenus qu'on a eu dans les types qu'on a sélectionnés précédemment. Une fois qu'on a rempli ça, on a les mêmes types de cases à cocher, mais pour les charges. Donc, c'est-à-dire si on a des pensions alimentaires, des choses comme ça. Pareil, on coche les cases, on valide, on arrive sur la page suivante. Soit on a dit qu'on n'avait pas de charge, soit il y en a, et dans ce cas-là, on les déclare pour chaque mois. Et on arrive sur la page récapitulative, et hop, c'est bon, la déclaration est finie. Le seul problème dans tout ça, parce que là, quand je le dis, on voit bien que la déclaration, c'est pas très complexe à faire. Voilà, c'est vraiment, on coche ses revenus, on valide, on remplit pour chaque revenu, tout ça. Le problème, c'est que les cases à cocher, elles avaient toutes le même label. Alors, un label, c'est quoi? Un label, c'est quelque chose qui est sur une case à cocher, qui ne se voit pas visuellement sur l'objet case, sur la petite case directement, mais qui est normalement à côté de cette case. Nos lecteurs d'écran, ils voient le label, ce qui est écrit en noir sur l'écran, et la case à cocher, indépendamment.
Et du coup, il y a un mécanisme dans le code de la page que les développeurs connaissent bien, qui est, on utilise des ID. Et en fait, il y a un petit paramètre qui s'appelle labeled by, c'est-à-dire libellé par. Et en fait, on met l'ID de ce qui libelle cette case. Ce qui permet à mon lecteur d'écran, je vais sur la case à cocher, ça me dit par exemple revenu salarié. Juste à faire espace, je coche. Alors que là, il fallait que j'arrive sur cette case, qu'il me baragouine tout ce qu'il dit. Ensuite, il fallait que j'arrive à me décaler un petit peu pour savoir quel revenu c'était. Et en fait, ce qui est embêtant avec les cases à cocher, c'est qu'on ne sait jamais, parce que là, il n'y a pas vraiment de norme établie, c'est est-ce que la case, elle est avant le texte ou après le texte. Et ça, c'est quelque chose qui fait qu'on peut faire des erreurs dans la sélection des cases. Parce que forcément, si ma case à cocher, c'est celle d'après qu'il faut que je coche, qui est après mon texte, c'est pas la même chose que de cocher celle qui est avant ou celle qui est après. Je coche pas la même chose. Et avec un lecteur d'écran, on n'a pas cette notion de hauteur dans la page, on n'a pas cette notion de ligne. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre aussi, c'est on n'a pas ces notions d'espace dans une page internet. Donc du coup, on ne sait pas trop si c'est avant ou après, parce que vous, visuellement, vous allez dire, bah oui, mais regarde, la case et le label, ils sont sur la même ligne, c'est ok, ça correspond. Oui, mais moi, j'ai pas cette notion de même ligne, en fait, avec mon lecteur d'écran. Et c'est là où ça pose tout le problème. Et il s'avère que pour régler ce petit problème, il suffit de mettre les bons ID. Alors les bons ID, c'est-à-dire que quand je crée mon label, je lui mets un identifiant, et dans ma case à cocher, j'y mets un labeled by, et j'y mets le nom de cet identifiant. Clairement, je crois que je mets plus de temps à le dire qu'à le faire. Vous imaginez bien que vous avez 12 cases, 12 ou 13. Allez, on se creuse même pas la tête, hein. Il y a revenu salarié, on met salarié, revenu non salarié, on met non salarié, revenu entrepreneur, on met entrepreneur. Enfin, vous voyez, c'est assez facile de définir des labels et des identifiants. Et en fait, ça me prend, à modifier 5 minutes à modifier. Et ensuite, ça fait quoi? Le temps de mettre le site en production, de pousser la mise à jour, tout ça. Allez, au grand max, une demi-heure de temps de travail. Et pourquoi, du coup, le développeur de base, il n'a pas fait son travail correctement? Parce que avoir des identifiants uniques et que nos cases à cocher réfèrent à des identifiants uniques, parce que c'est complètement idiot d'avoir une case à cocher qui fait référence au même identifiant, réfléchissez bien. Si c'est plusieurs cases à cocher qui cochent différentes choses, pourquoi ça serait identifié avec la même chose? C'est pas logique. C'est clairement pas logique. Et pour les voyants qui se posent la question, c'est quoi la case à cocher? C'est le truc que vous cochez sur les sites internet qui est souvent de forme carrée, à pas confondre avec les boutons radio. Moi, l'exemple que je donne, par exemple, c'est un bouton radio, c'est monsieur, madame, autre. Eh bien, vous êtes soit monsieur, soit madame, soit autre. Parce que vous êtes monsieur et madame, vous mettez dans autre. Voilà. Ça, c'est des boutons radio, parce qu'on peut être qu'une seule chose à la fois. Ça, c'est ça. Et les cases à cocher, c'est par exemple, ça serait une question, est-ce que tu aimes le steak, les salades, les frites, le soda? Et ça, c'est des cases à cocher parce qu'on peut avoir des choix multiples. Voilà, c'est ça la grosse différence. Et donc, du coup, ma question que je me pose aussi, c'est pourquoi tous ces développeurs, ils font mal leur boulot? À un moment donné, est-ce que c'est par fainéantise? Est-ce que c'est par méconnaissance? Et croyez-moi, en tant que développeur, j'ai ma petite réponse déjà. C'est que souvent, le développeur, quand il y a des normes de développement, ça le fait chier, on va dire des choses. Enfin, c'est chiant de bien développer. Et donc, du coup, les mecs, ils vont développer des frameworks qui permettent de faciliter le développement, de faire des choses assez rapidement. En plus, aujourd'hui, on a énormément de sites qui permettent de créer des sites. Voilà, c'est un peu le Inception. Désolé, j'ai raté, c'est pas grave. Mais du coup, sur cette blague un peu pourrie, en fait, ce qui se passe, c'est que la qualité de développement est pas là. Et en plus, quand j'entends qu'il y a des personnes qui disent « Ah, mais de toute façon, les handicapés, c'est pas la cible de mon site. » Et je dis « Mais à quel moment tu sais si c'est la cible ou pas de ton site ?» Alors, c'est sûr, si ton site, je sais pas, j'essaie de trouver un truc qui correspondrait pas du tout à des aveugles, j'ai pas trop d'idées, mais je sais pas, enfin, c'est effectivement, typiquement, si ton truc c'est de vendre des tapis de marche et effectivement t'as pas de jambes, c'est peut-être pas pour toi, ça on est d'accord. Mais un tapis de marche, c'est peut-être pas pour toi qui est en fauteuil roulant par exemple. Par contre, un tapis de marche pour une personne sourde ou une personne aveugle, ou quel que soit le handicap, peut-être qu'il faut se poser la bonne question, mais
Le handicap, c'est quoi? Ça correspond à qui? Et je suis sûr que dans les cibles de chacun, il y a des personnes en situation de handicap, c'est juste que vous rendez pas compte de ce que c'est le handicap de manière générale, de ce que c'est le nombre de populations qui est concernée par le handicap, parce qu'on parle de ça, mais les gens se posent un peu la question, mais qui est concerné par l'accessibilité? C'est pas juste les aveugles qui font chier. Non, non, c'est tout type de handicap. Et demain, le fait que... dites-vous que demain, vous pouvez être en situation de handicap et votre site, là que vous voulez utiliser, ben, il n'est pas accessible. Et bien, vous serez dans la merde. Voilà, c'est clairement ça. Et j'ai envie de dire chais. Parce que vraiment, ça serait juste bien fait pour vous, parce qu'il y a des moments, faut le dire, faut être un petit peu méchant avec les développeurs, qui font mal leur taf, parce que clairement, c'est mal faire son taf. Surtout quand on sait que... alors, on va parler des développeurs du service public. Bah, les gars, vous avez une mission de service public qui a une obligation d'accessibilité. À un moment donné, si vous n'êtes pas accessible, c'est une faute professionnelle en fait. C'est vraiment ça ce qu'il faut se dire. À un moment donné, bah, j'ai envie de dire que les gars, renseignez-vous, formez-vous. Le site du RGAA, qui est d'ailleurs un site fait par les services publics, il répertorie tous les critères et tests. N'importe quel développeur qui fait du web, il sait lire ça, il sait le comprendre, et il sait mettre en place ses tests et corriger. Parce que derrière, c'est pas juste tu fais ces tests-là, et c'est tout, si ça marche pas, ça marche pas. Non, non, c'est vous allez comprendre les corrections à faire. Et clairement, alors oui, c'est sûr, il y a 136 critères au total, je crois un truc comme ça, ou 106 pour être double A, c'est 130 et quelques pour être triple A. Et bah ouais, ok, ça fait beaucoup de tests. Mais à un moment donné, si c'est développé correctement au départ, bah tous ces tests-là, ils sont rapides, parce que c'est fait de base. Et ça, c'est un truc aussi qui me dit, j'entends beaucoup, oui, mais l'accessibilité, ça prend du temps. Ok, bah demain, votre super immeuble de 45 étages, bah en vrai, les fondations, on va les faire un peu comme on veut, on s'en bat les couilles, parce qu'en fait, la norme de création de ça, on s'en bat les couilles. Et puis dans un an, le truc, ça va s'effondrer. Et encore, ça se trouve, ça va s'effondrer pendant les travaux. Eh ben, ouais, vous allez dire, ah, mais non, mais qu'est-ce qui a mal fait son boulot? Bah ouais, pourquoi moi j'aurais pas le droit de dire qui c'est qui fait mal son boulot? Voilà, et souvent c'est un développeur ou un chef de projet qui dit mais non, de toute façon t'as pas le temps. Et clairement, et on va me dire que ça coûte de l'argent. Je trouve que ça coûte plus cher de devoir démolir tout un immeuble, le reconstruire, parce qu'il n'était pas aux normes. Ouais, bah c'est pareil pour un site, ça coûte plus d'argent de tout refaire, et sachant que on peut faire quelque chose d'accessible et de propre. Donc sur ce petit coup de gueule, j'ai envie de dire aux développeurs, prenez à cœur ces problèmes d'accessibilité, est-ce que demain vous pouvez être concerné? Renseignez-vous sur comment fonctionne un lecteur d'écran, comment fonctionnent les agrandisseurs d'écran, comment fonctionnent tous les logiciels qui permettent d'utiliser son ordinateur ou son téléphone à la voix, parce qu'aujourd'hui il y en a vraiment, et il y en a beaucoup, donc renseignez-vous sur tout ça, je ne vais pas vous mâcher le boulot, ça aux développeurs, vous êtes payés pour ça, donc ça c'est à vous d'aller chercher, et à un moment donné, renseignez-vous sur ce qui peut aider les autres personnes, et dans un but beaucoup plus pragmatique. Pourquoi il y a beaucoup d'aveugles, par exemple, je vais prendre le cas de la musique. Je prends un dernier exemple, après je finirai sur ça. Je me suis posé la question parce que vous n'êtes pas peut-être sans savoir que Spotify, c'est un peu en ce moment une plateforme musicale qui est un peu pourrie, avec des dirigeants qui prennent des décisions assez bizarres et moi qui ne vont pas dans mes valeurs. Donc je me suis dit, tiens, je vais changer de streaming de musique, d'application de streaming. Donc je me suis tourné vers Apple Music. Alors, je sais pas qu'elle n'est pas accessible, je trouve que l'ergonomie est pas ouf, donc du coup, ça me plaît pas. Ok. Ensuite, bah, je me suis dit, attends, on va se retourner vers un peu ce qu'il y a de français. J'étais sur Qobuz. Qobuz, en plus, c'est un truc de musique haute, hi-fi, et vraiment super qualité de musique. C'est français, c'est plutôt chouette. Ouais, c'est pas accessible. Les boutons sont mal labellisés. La navigation, croyez-moi, c'est juste une horreur. Il n'y a pas d'entête pour sauter certaines parties. Et ça fait partie de l'ergonomie à travailler. Donc du coup, hop, exclu. Ok, bon déjà, tu suis bien un acteur français en moins. Deezer, j'ai testé, là, pendant 2 mois. Et en fait, pareil, des boutons qui ne sont pas labellisés. On ne sait pas ce qu'on va lancer comme playlist. On ne sait pas ce qu'on va lancer comme musique. Il y a un bouton play qui traîne comme ça. Et en fait, c'est pas agréable. Là où Spotify, leur application est beaucoup plus accessible, beaucoup plus ergonomique, même s'il y a eu des erreurs dans le passé d'applications où l'accessibilité a été cassée,
ils ont fait le travail pour la rendre accessible. Pourquoi ils font ça? S'ils sont les seuls sur le marché des applications de streaming musical à avoir une application accessible et qui soit ergonomique, les aveugles et déficients visuels du monde entier, ils vont aller où? Ils vont aller chez eux, parce qu'on va leur dire, voilà, Spotify, il y a ça, et c'est plutôt bien. Alors même si, des fois, au niveau de ces valeurs, faut dire un peu merde, parce que là, moi, si je veux écouter de la musique, clairement, Spotify, les services de streaming musicaux, c'est quand même plutôt chouette, parce que je peux découvrir pas mal de choses. Mais ce qui me pose beaucoup de questions, c'est, je dis, mais attendez, les gars, à mon avis, vous êtes largement dans les modalités de chiffre d'affaires et de nombre d'employés à avoir pour développer accessible, et vous ne le faites pas. À un moment donné, il y a du foutage de gueule, et moi j'aimerais bien avoir le choix de choisir mon streaming musical, pas par rapport à l'accessibilité, mais par rapport à mes valeurs de rémunération d'artiste, à mes valeurs aussi humaines, parce que quand on voit ce que fait les dirigeants de Spotify, clairement, non, j'ai pas envie de financer la guerre, personnellement, même si on le fait déjà beaucoup avec ne serait-ce que les impôts de notre État, mais j'ai envie de choisir parce que ça me plaît, parce que voilà, c'est ça, et c'est abusé aujourd'hui qu'à cause de développeurs ou de dirigeants qui décident que soi-disant c'est trop cher et que de toute façon c'est pas destiné aux handicapés, du coup, je sois privé de ce choix. Clairement, c'est ça. Donc d'un autre côté, je peux dire que merci Spotify parce que ça me rend quelque chose d'utilisable et d'ergonomique, et là où d'autres applications sont pourries. Donc j'espère que ça vous aura un peu ouvert les yeux sur les problèmes d'accessibilité. Les développeurs, je vous le redis, mais bougez-vous les fesses, sortez-vous les doigts du cul et travaillez correctement, parce que clairement, je n'ai que ça à vous dire. Aujourd'hui, l'accessibilité, ça devrait être un enjeu de société complet et à tous les étages. Et on s'en fout que vous fassiez que 500 000 euros de chiffre d'affaires par an. Ça veut dire que vous n'êtes pas soumis à l'accessibilité en tant qu'entreprise privée, mais faites-le, parce que derrière, il y a un nombre potentiel de clients. Parce que derrière, regarde, imaginons, je reprends un dernier exemple, j'arrête pas ce matin. Un dernier exemple. Je suis en couple avec quelqu'un qui veut acheter une voiture. Elle, ça n'intéresse pas de chercher les voitures. D'ailleurs, j'ai un de mes amis, c'est son cas. Sa femme, ça n'intéresse pas, lui, il adore aller voir les sites de voitures, comparer les modèles, tout ça, pour choisir quelle voiture ils vont acheter en tant que couple. Et du coup, si le site de vente de voitures n'est pas accessible pour accéder aux informations, ce qui est souvent le cas, parce qu'on dit mais c'est un aveugle, pourquoi il irait choisir une voiture? Peut-être parce que sa femme, elle n'a rien à foutre et que lui, ça l'intéresse, tout simplement. Et si son site n'est pas accessible, ça peut le faire se détourner de la marque. Et ça, c'est quelque chose que souvent les gens n'y pensent pas. Voilà, donc sur ce, merci de m'avoir écouté. Je vous engage à partager cet épisode le plus possible pour que les développeurs aussi prennent en compte l'accessibilité. J'ai envie de dire aussi, n'hésitez pas à me mettre des étoiles, alors pas dans les yeux parce qu'après ça rend aveugle, mais du coup n'hésitez pas à en mettre quand même sur les différentes plateformes d'écoute. N'hésitez pas à m'envoyer des emails aussi à l'adresse nicolas@unbureaudanslaville.fr. Alors c'est vrai que j'ai un petit délai de réponse qui peut être un peu long, mais que ce soit un sujet, une question, une remarque, un encouragement, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine dans Un bureau dans la ville.